Culture Qualité est un balado destiné aux professionnels d'assurance qualité et en TI. Nous sommes une communauté d'assurance qualité qui explore les dernières et les meilleures approches pour vous aider en toute agilité. Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel épisode du podcast Culture Qualité. Je suis Samia, coach agile et assurance qualité chez Alitia. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être accompagnée de mon collègue qui est très actif dans notre pratique produit, qui est donc Grégory Duster, que je vais appeler Greg durant notre échange. Et aujourd'hui, j'aimerais échanger avec lui sur le sujet, en fait, sur la question simple, c'est quoi la qualité? Et j'espère qu'on pourra, en fait, apporter des éléments intéressants pour vous. La première question que j'ai pour toi, pourquoi moi? Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Écoute, effectivement, je m'en doutais, Greg. C'est vrai qu'on peut penser que quand on parle de produits, ben, on peut penser que ça n'a rien à voir avec la qualité. Et justement, comme moi, je suis une convaincue qu'il y a un lien direct, j'aimerais tout simplement qu'on vienne échanger ici, puis essayer de comprendre euh, justement ta perspective produit, comment toi tu la vois, puis comment est-ce que la qualité pourrait faire partie ou pas de ton processus. Et donc, moi, j'ai le goût de voir, Greg, avec toi, c'est que j'ai constaté justement, moi, dans mon rôle de QA et coach, quand j'arrive chez des équipes, puis maintenant, j'ai posé une question sur, le récit n'est pas complet. Fait que j'ai comme l'impression que le product owner me pose la question, puis a le goût de me dire, ben, de quoi tu te mêles? Non, c'est intéressant, en fait, le rôle de chacun, en fait, la collaboration, en fait, si on peut définir d'abord et avant tout la responsabilité du PO dans la qualité du produit, le PO, le Product Manager, est responsable au final de l'ensemble de la qualité du produit, de ce qui est livré à l'utilisateur. Donc, son rôle, c'est d'inclure les gens pour s'assurer qu'on livre de la qualité, qu'on répond aux besoins. Son rôle initial, c'est de bien comprendre le besoin, de bien le transmettre à l'équipe de développement. C'est la base de ses responsabilités, mais après ça, on veut en fait avoir tout le monde le même alignement, bien comprendre le besoin, et tout le monde dans l'équipe peut tenter de répondre à ce besoin-là. Ce n'est pas le rôle du PO d'amener des solutions, c'est à l'équipe d'amener des solutions. Et la qualité, c'est la responsabilité de tous. Donc, le PO est un peu un initiateur de ça. OK, Mais tout le monde, on y travaille ensemble. OK, donc finalement, j'ai raison de penser que il y a un lien finalement direct entre le produit et la qualité, et aussi de penser que la qualité commence par la conception elle-même, parce que j'ai raison de penser comme ça, c'est-à-dire quand je commence par comment est-ce que mon produit est conçu, à m'intéresser à ça en tant que QA, j'ai raison. Donc, je rentre pas dans un périmètre qui n'est pas le mien. Non, pas du tout. Et ça devrait intéresser tout le monde. En fait, le produit, la qualité du produit, il y a la forme et le contenu. Au final, on veut livrer un produit de qualité, c'est essentiel. Sinon, en fait, il faut se poser la question, est-ce qu'on a construit le bon produit ou la bonne chose? Mais aussi, comment on construit ce produit-là? Il faut considérer la qualité du bout en bout, en fait, le bout en bout. Donc, tout le processus de création du produit doit être de qualité pour être certain de livrer de la qualité aussi. Donc, les équipes de développement sont clairement impliquées dans la qualité. Le QA, évidemment, dans son rôle de qualité, mais tout le monde autour du produit. OK, On mais c'est crée intéressant. Tu viens d'évoquer un mot, en fait, que j'entends beaucoup, puis je pense qu'on pourrait utiliser à plusieurs sens. Mais pour toi, justement, en tant que professionnel de la pratique produit, quand tu dis qualité bout en bout, là, donc finalement, l'emphase que tu voudrais mettre, il serait où? Juste pour qu'on soit plus concret si on prend une réalité d'une équipe. Donc, comment tu verrais ça, toi? C'est quoi pour toi, bout en bout? En fait, c'est à partir de l'idée initiale, la capture du besoin,
et jusqu'à la livraison et même jusqu'au support du produit, donc de l'opérationnalisation. Quand on parle du bout en bout, c'est l'ensemble du processus de création du produit. Donc, on veut amener l'équipe à avoir ce mindset de qualité-là dans tout le processus. On veut amener l'équipe à aussi, pas juste les QA, mais toute l'équipe à prévenir plutôt que être réactif quand il y a des problèmes. Donc, la qualité doit être implicite dans chaque étape du processus. Donc, OK. si on regarde dans le rôle du PO, en termes de produits, on veut impliquer les gens dans la création des user stories. Donc, ce n'est pas un travail qui est fait en silo par le product owner de faire les user stories et les donner à l'équipe de développement. Voici ce que vous allez faire. L'œil du QA est hyper critique à ce moment-là pour s'assurer qu'on détecte des failles à ce moment-là et plutôt que plus tard dans le processus. Donc, si on est capable d'impliquer le QA en amont et non seulement à la fin, parce que moi, je déteste dire que l'équipe QA sont là à la fin pour tester, à la fin du processus. Non, ils doivent être impliqués dès le départ. Même avec les équipes UX aussi, lorsque le UX travaille sur des interfaces, un chemin pour amener l'utilisateur à être pour amener en fait un produit qui répond aux besoins. Le QA a sûrement des bonnes idées, peut sûrement identifier des faiblesses, des lacunes dans le produit dès le départ. Donc, on est mieux de les corriger le plus tôt possible. Écoute, c'est très intéressant ce que tu viens de me dire, Grégory, là, parce que ce que je réalise, c'est que sans que tu utilises les termes techniques de l'assurance qualité, pour moi, ce que tu viens de me décrire là, c'est exactement toute la notion, le concept de shift left qu'on entend beaucoup parler, c'est-à-dire qu'on veut produire un produit avec qualité, on veut contrôler si notre produit est de qualité à la fin. Puis tu vois, je suis vraiment surprise qu'on soit aligné finalement, qu'on comprend qu'on veut la même chose, hein, que ce soit toi de ta perspective produit ou moi avec ma perspective de professionnel de QA. C'est juste les termes finalement qu'on utilise différemment. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que toi-même, tu viens de dire que finalement, là, les QA ne devraient pas être considérés comme des testeurs, juste des testeurs. C'est-à-dire, c'est un rôle plus. Puis, si tu peux juste peut-être, mettons, si toi, as un QA qui est dans ton équipe, ça serait quoi? Comment tu décrirais son rôle? Puisque c'est pas juste les tests. Ben, c'est une bonne question. Autant qu'au niveau des développeurs, de l'équipe de développement, en fait, si on parle d'une équipe agile, c'est une équipe multidisciplinaire qui est capable aussi de travailler ensemble. On veut pas que le testeur arrive seulement à la fin. En cours de route, le testeur a sûrement des choses à faire pour aider le développeur. Il peut, à la limite, s'impliquer dans l'automatisation des tests s'il n'y a pas déjà des tests automatisés. C'est un processus d'amélioration continue. Puis, j'aime bien, en fait, mettre en place l'amélioration continue dans les équipes et l'agilité est basée sur ça, est basée sur une philosophie lean d'amélioration continue. Donc, on inspecter, s'adapter pour améliorer nos façons de faire. Donc, c'est sûr que quand on part un développement logiciel, souvent les rôles sont assez définis, mais on peut impliquer les gens à différents niveaux. Le PO doit s'impliquer au-delà de la création des récits utilisateurs, doit s'impliquer aussi dans la revue de valider en cours de route, aussi pas juste à la revue, mais en cours de route, le produit est validé. Ce qui est fait répond réellement aux besoins des utilisateurs. Mais le développeur peut aussi faire des tests à la limite. Tu vois? On n'est pas besoin, si le testeur est occupé à faire quelque chose, pourquoi pas un développeur pourrait le faire et apprendre, le QA peut apprendre aux développeurs à faire des tests, à faire des bons tests. Parfait. Et puis, je pense que là, tu ramènes un point très intéressant aussi. On pourrait penser qu'à travers ce rôle tu es en train de décrire pour le QA, qu'on viendrait lui rajouter du travail. Mais je pense aussi, c'est là peut-être que j'inviterai le monde à aller regarder justement un podcast qu'on a créé dont le sujet était QA, je suis essoufflé à la fin de chaque sprint. Et tout à fait, on a donné plein d'astuces justement pour ne pas tomber dans cet essoufflement-là. Juste, Grégory, tu viens de donner quelques astuces de dire, en fait, la qualité et la responsabilité de tous. Juste par ça, ça veut dire que il y a de l'aide, il y a des autres personnes qui vont contribuer, mais que le QA doit se concentrer sur aussi le processus et la qualité finalement
de ce qui nous ramène à développer notre produit. Finalement, pas que le produit lui-même à la fin. Écoute, merci Greg, je trouve comme j'ai fait le lien parce que je trouve vraiment qu'il y a un lien direct avec ça. Par contre, là, je vais revenir à un point. Oui, Je voulais vas-y Greg, ajouter excuse-moi. quelque chose. En fait, c'est important de briser les silos qu'on voit souvent dans les équipes de développement. Donc, développeurs font du développement, le QA fait l'assurance qualité. On veut en fait faire de l'amélioration, on veut collaborer, on veut apprendre ensemble. Donc, on échange entre les experts. Si on peut amener ça dans les équipes, on va s'entraider, puis c'est le but de la chose. Hein. C'est pas travailler chacun de notre côté, puis ensuite envoyer ça au prochain. Si on peut briser les silos, en fait, on va augmenter notre agilité comme équipe et on va être capable de répondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins des clients, des utilisateurs. Écoute, super, très intéressant. Merci Greg. Et justement, là, ça me ramène à une autre question. On n'a pas adressé jusqu'à maintenant. Moi, je serais curieux, tu sais, pendant le sprint, par exemple, tu as un développeur qui viendrait te dire, écoute, Greg, j'ai fini mon code, mais il me reste juste les tests unitaires. Toi, tu réagis comment, en fait, face à ces behaviors-là qu'on observe? Un peu dans le même sens, en fait, je lui dirais, on a un engagement d'équipe, donc on s'est engagé à faire les choses d'une certaine façon. Souvent, on met en place la definition of done. Donc, je lui dirais, va relire ta definition of done, assure-toi que tu réponds aux engagements qu'on s'est donnés comme équipe sur c'est quoi qu'on dit j'ai terminé, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ta documentation est à jour? Est-ce que au-delà de tes tests unitaires, de ta partie code, est-ce que à la limite, tu peux faire des tests aussi ou faire des cas de tests? Tu connais très bien comment ça fonctionne aussi. Tu peux t'aider du QA pour faire ça. Mais au-delà des tests unitaires, assure-toi que le résultat que tu livres est de qualité. Donc, peut-être faire de la revue de code avec tes collègues, inclure le QA en amont. Donc, revoir en fait tous les éléments qui touchent à ce que tu as livré pour s'assurer que tout est de qualité. Écoute, toute transparence, moi je te dirais que j'en ai rarement croisé des PO justement qui répondent comme ça. Puis peut-être je vais te demander de conseiller là-dessus. Moi souvent ce que j'ai observé, j'ai eu des PO par exemple qui comprennent pas pourquoi qu'un développeur leur dit ça. Et en fait, ils réflexent plutôt, ils disent ben ok, si c'est codé, d'accord, on peut livrer quand même. C'est comme si c'est comme s'il n'y a pas d'intérêt, ils n'ont pas d'intérêt ou ils font pas le lien direct entre ce que le développeur vient de dire et l'impact que ça pourrait avoir sur la qualité qu'on recherche à livrer. Donc, c'est quoi les conseils que tu donnerais au PO justement pour réagir comme ça? En fait, pour les PO, ils sont responsables de la qualité au final du produit. Donc, ce qui en sort, si c'est pas de qualité, ils ont une certaine responsabilité. C'est eux qui ont le contact avec l'utilisateur, le client. Donc, c'est eux qui vont recevoir les retours. Donc, ils devraient être très sensibles à la qualité dans le travail, dans le résultat du produit, mais aussi comment on le fait, parce qu'en améliorant notre processus, on s'assure de la qualité. Et je reviens en fait sur le lean et tous les processus de qualité. L'idée, c'est d'essayer d'attraper les défauts le plus tôt possible. Donc, s'il peut s'impliquer, ça va aussi, il va s'assurer qu'il est capable de les attraper, ces défauts-là. Et impliquer les QA aussi dans le processus, comme je disais, pas juste à la fin. OK, écoute, très intéressant. Puis peut-être ce que je voudrais, parce que tu as parlé aussi d'un élément que je pense qui est peu, en fait, qui est peu connu. C'est pas peu connu, mais il est difficile de faire le lien, par exemple, entre un definition of done et la qualité. Puis, autant que PO, autant qu'équipe, qu'est-ce qu'on devrait avoir là-dedans? Donc, moi, ce que j'entends, c'est que, c'est si je te donne l'exemple, moi, dans le Dode, souvent, ce que je pense, c'est qu'il y a des critères d'acceptation auxquels on met l'emphase, par exemple, OK? Fait, selon toi, comment on pourrait justement exploiter les critères d'acceptation et puis peut-être faire le lien avec le DOD pour anticiper la qualité? Une très bonne question. Je pense que c'est important dans le rôle du PO, dans la rédaction des user stories, aussi comme équipe, de s'assurer qu'on considère les éléments de qualité dans les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation doivent en fait considérer tous les éléments de qualité. Donc, si on a des éléments en termes de performance, il faut les inclure en termes de UX. Donc, si on est capable d'avoir des
critères d'acceptation qui sont qualitatifs et quantitatifs, on est capable de valider en cours de route qu'on répond à ces éléments de qualité-là. Une interface qui doit répondre rapidement, on peut définir c'est quoi nos attentes. On ne veut pas que ça prenne 30 secondes à charger l'information à l'écran. Donc, est-ce qu'on est capable de tout de suite, en amont, définir c'est quoi nos attentes pour ne pas perdre l'utilisateur, exemple? C'est un exemple. Donc, on peut prendre ces éléments-là de qualité et les inclure dans nos critères d'acceptation. Et c'est là que je dis que le PO, s'il n'a pas le réflexe de les mettre, la personne de QA peut aider le PO à aller chercher ces réflexes-là, à aller ajouter ces éléments-là. Et tu vois, c'est très intéressant, honnêtement, Greg. Donc, plus on avance, plus je crois que finalement, on a vraiment finalement les mêmes problématiques là quand on vit au day-to-day. C'est juste que dans les jargons. Puis je vais donner un exemple. Tu vois, je pense que par exemple, les facteurs qui font qu'aujourd'hui la collaboration est difficile, c'est qu'un QA, par son réflexe, il va dire au PO, mon ami PO, n'oublie pas de mettre les non-functional requirements dans tes critères d'acceptation. Puis, je pense que si on disait tout simplement au PO, non, en fait, c'est quoi que tu voudrais qu'on teste, qu'on prenne en considération, ça se comprendrait plus facilement. En fait, comme je fais une parallèle, où des fois, je pense que nous, en tant que QA, on utilise un jargon très complexe qui fait que ça facilite pas la collaboration avec les personnes, tu sais, qui sont en business, qui sont pas forcément en TI. Puis tu me ramènes, tu vois, tu m'as parlé des non-functional requirements. Juste sans que je te dise, Greg, donne-moi plus, qu'est-ce que tu connais de ça? Peut-être si je t'avais posé la question comme ça, tu n'aurais pas su me répondre. Mais il faut se détacher aussi du côté technique et en fait penser à l'utilisateur. Hein. Avoir une approche utilisateur va beaucoup aider aussi à définir c'est quoi les éléments qu'on recherche au niveau de la qualité aussi, parce qu'on veut répondre à un besoin de la bonne façon, donc au bon besoin de la bonne façon. Si on était capable d'identifier c'est quoi le besoin de l'utilisateur et comment y répondre de façon efficace et efficiente, on va être capable de définir nos critères d'acceptation non techniques, mais plutôt en fonction du besoin qu'on veut répondre. Écoute, merci Greg. Là, j'aurais une autre question, où là, c'est comme on va tomber dans un autre pattern, OK? Là, tu as une équipe, mais tu as l'impression que ça finit pas de tester, OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme on te dit, on n'a pas fini, puis pour toi, tu comprends pas, tu vois les choses plus simples, puis tu le comprends pas. Donc, ça me ramène à la question suivante. Est-ce que tu as des fois l'impression que le processus est overkill, qu'on est dans le over, la surqualité? Est-ce que tu as déjà vécu des, des moments comme ça? Puis comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Bien, je pense qu'on le voit beaucoup lorsqu'il y a des équipes de QA qui viennent se greffer à l'équipe et disent maintenant, il faut faire de la qualité. Et là, on veut mettre tout en place, on veut faire des tests automatisés, on veut tout automatiser, on veut tout tester. Je pense qu'il faut y aller de façon itérative, commencer par les éléments les plus critiques et itérer là-dessus. Donc, en termes de qualité, il faut faire confiance à nos experts là-dessus. Et aussi, les gens qualité doivent comprendre aussi c'est quoi qu'on veut livrer. On veut livrer quelque chose, un besoin, qu'est-ce qui est nécessaire en fait à tester initialement. Donc, y aller de façon itérative. Moi, je suis pas un expert en assurance qualité. Je ne saurais dire en fait c'est quoi l'élément le plus important au début et quoi mettre de la séquence d'événements, mais travaillons ensemble. Donc, si on veut considérer on est en sécurité, ben, je pense que les tests en termes de sécurité vont être importants. L'utilisabilité du produit, du moment où on a un UX et une interface utilisateur, ça risque d'être important. Donc, essayer de peser le pour et le contre de chaque élément qu'on veut mettre en place, puis le faire de façon itérative. Ajouter de la qualité au fur et à mesure. Je le vois encore souvent dans les équipes de développement. On oublie de faire de la documentation parce qu'on se dit on fait de l'agilité, donc on veut un produit fonctionnel plutôt que de la documentation. Et on arrive à un moment donné qu'on n'a plus de documentation. L'équipe qualité peut dire on a besoin de documentation, on est rendu là dans notre processus, donc on pourrait travailler là-dessus. La performance, c'est quelque chose qui peut être important dès le départ ou plus tard, donc essayons d'ajouter les choses au fur et à mesure. Donc, en fait, finalement, si je peux conclure ce que tu essayes de dire, c'est que quand les QA, justement, arrivent dans l'équipe, c'est important qu'ils soient dans un mode où ils définissent le minimum viable quality ou le MVP
du QA à mettre en place pour être sûr qu'on est dans ce qui est critique, ce qui est dans le besoin à court terme. Ne pas oublier qu'il y a le court terme, il y a le long terme, mais qu'on est dans l'itératif. C'est ce que je comprends. Le minimum viable, tout à fait. En fait, avec quoi qu'on peut commencer, puis qu'est-ce qu'on va ajouter après. On peut avoir un plan aussi, là, mais commençons par le minimum viable, tout à fait. Exact, puisque je comprends aussi, tu dis, si l'équipe roule à 2 chevaux, par exemple, puis que l'expert qualité arrive, c'est sûr qu'il faut être conscient qu'on passe pas à la Tesla tout de suite. C'est comme il y a un chemin aussi à prendre pour selon le niveau de maturité de l'équipe. C'est comme il y a plusieurs paramètres. Mais j'aime ça que tu t'intéresses aussi, c'est-à-dire que en tant que PO, c'est sûr que tu vas quand tu vas à une situation comme ça, tu vas quand même te sentir responsable de porter une action pour recadrer, on va dire, la situation et pour en comprendre davantage. Donc, c'est vraiment une perspective Idéalement, on veut que ce soit des réflexes de tout le monde dans l'équipe. Hein? Donc, le Scrum Master aussi, si on est dans une équipe Scrum. Mais donc, que tout le monde ait ces réflexes-là. Ce serait l'idéal. Hein? OK. Écoute, là, je vais te poser une question. Je pense que c'est une question qu'on se pose tout le temps. Écoute, dans la réalité du développement, hein, tu le sais, on peut, bien qu'on soit en agile, en Scrum, c'est pas le monde des bisounours, des calinours. Il y a toujours des dates à la fin. Faut se le dire, faut qu'on se dise les vraies affaires. Et puis moi, je veux comprendre justement, toi, en tant que PO ou PM, il arrive la situation suivante où on a une date, où on a une deadline, mais que on va venir te dire, écoute, moi, je suis pas confiant, il y a des bugs. Écoute, pour livrer, on a des bugs, les voici. Qu'est-ce que tu suggères? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit réagir? Tu as dit, je ne suis pas confiant. De la part d'un PO, en fait, c'est sûr que le PO va être placé de façon très centrale à définir les dates avec le client, avec l'équipe aussi. Mais lorsque les gens de l'équipe disent on n'est pas confiant, il faut être à l'écoute des gens de l'équipe. Donc, les dates de livraison, c'est un mal nécessaire. Mais en équipe, on est capable, lorsque quelqu'un n'est pas confiant, identifier des éléments qui nous mettent à risque, d'évaluer les impacts, les dépendances et prendre des décisions ensemble. Donc, le PO pourra communiquer en fonction des risques connus qu'on a identifiés, mais il faut prendre ces décisions-là ensemble et pas forcer. Le PO n'est pas là pour forcer l'équipe à livrer quelque chose avec des risques élevés. Et l'équipe aussi. Donc, en fait, l'équipe est un tout. Prenons des décisions ensemble. Le PO, c'est pas lui qui prend les décisions. OK, très bon point. Donc, tu dis finalement, non seulement on doit t'apporter le bug, mais en tant que QA, on devrait peut-être faire l'effort de t'apporter les risques, les impacts. Parce que des fois, on peut t'apporter un bug de la façon à ce que tu comprennes. Tu n'as aucune idée de l'impact. Tiens, l'exemple qu'on peut donner, Log4j, là, le problème qu'on a eu, c'est de venir dire, il y a un problème dans Log4j, mettons. C'est sûr qu'il faut l'expliquer. Il faut expliquer c'est quoi les risques, qu'est-ce qu'il y a en arrière, comme il y a les risques sécurité qui fait 10 sur 10. Fait que toi, tu comprends tout de suite, puis tu peux agir directement en conséquence. Ça demande justement la collaboration de tous pour identifier ces risques-là et le PO peut ensuite le communiquer puis aller voir le client dire on ne peut pas livrer, voici les risques. Donc, on prend une décision en connaissance de cause. C'est beaucoup plus facile de vendre ça, en fait, qu'on n'est pas capable de rencontrer nos dates. OK, ben écoute, merci beaucoup, Greg. Vraiment, ça donne des lumières. Puis là, justement, je sais pas, j'imagine que tu le vis beaucoup. Des fois, tu arrives dans l'équipe et on va venir poser la question, OK, est-ce que ça va? Est-ce qu'on est confiant pour livrer? Puis, tu vas avoir des versions différentes de la situation. OK? Il y en a des uns qui vont te dire, ben écoute, on est confiant, puis d'autres qui vont te dire, on n'est pas confiant. Donc, est-ce que ça t'arrive d'avoir ce type de bruit-là? Puis, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu réagis? Je crois encore là beaucoup à la collaboration. Au final, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, mais si on est capable d'avoir la bonne information, on est capable de prendre une bonne décision. Donc, c'est permettre à tout le monde de se manifester, en fait, en fonction de son opinion ou l'information qu'il a pour informer les autres. Donc, pour être capable de prendre une décision éclairée. Le PO doit être sensible à ça, le Scrum Master aussi. Et le Scrum Master aider les gens justement à aller de l'avant et exposer en fait l'information. Parce que des fois, justement, on va avoir peut-être des QA qui vont, comme tu disais, ils vont juste dire, ben voici, j'ai trouvé un bug. OK, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc, j'ai besoin de plus d'informations. On a tous besoin de plus d'informations.
Ok, mais toi, mettons, si on revient, mettons, objectivement, genre, sur quel fait, comment tu peux constituer, mettons, d'une situation comme ça où tu constates une divergence pour arriver à avoir des faits pour pouvoir prendre une décision? Justement, c'est quoi que tu fais pour pouvoir avoir l'heure juste, ok? Genre, si je peux m'exprimer ainsi de la situation. Comme je dis, asseoir les gens dans une même salle, aller chercher toute l'information et on prend une décision en fonction de l'information qu'on a. Donc, l'heure juste va venir en fonction de l'information que je suis capable d'aller chercher. Donc, est-ce que au niveau du produit, je peux aller chercher de l'information? Est-ce qu'au niveau du client, je peux aller chercher de l'information? OK. Mais là, est-ce que tu essaies, donc cette information-là se trouve, est-ce que elle est subjective? Est-ce que c'est sur la base d'un feeling, par exemple? Si quelqu'un te dit, écoute, je ressens que, écoute, je suis pas confiant, on n'a pas fait le tour de la question. Comment tu fais c'est quoi le data qu'on va chercher pour justement ramener ce niveau d'assurance-là, si je peux le dire, niveau de confiance? En fait, OK, c'est un sujet qu'on pourrait traiter autrement ou une autre fois. Mais si on parle en fait de data, notre produit, en fait, aujourd'hui, on produit beaucoup de données et cette donnée-là, on peut l'utiliser pour prendre des décisions. Et habituellement, les entreprises se basent sur les données pour prendre des décisions. Donc, quand on construit un produit aussi, il faut se donner accès à ces données-là. Donc, dans le processus, autant que dans le produit, on a accès à beaucoup de données. Ce que je dirais, c'est les métriques en termes de qualité. Les métriques peuvent nous aider à assurer un suivi de la qualité sur la qualité du produit, en fait, et même, je te dirais, au niveau de l'utilisation du produit, de la satisfaction des clients, il faut aller chercher ces données-là. Donc, mettre en place des métriques. Et c'est souvent quelque chose que quand on parle d'une équipe mature qui commence, on ne va pas mettre ça en place. On ne va pas mettre l'ensemble des tests. On va commencer peut-être par quelques métriques de base. On peut en ajouter avec le temps. Donc, l'équipe doit se doter de certaines métriques qui vont lui permettre de s'améliorer dans son processus, mais aussi améliorer le produit en tant que tel. Donc, quand je parle de NPS pour connaître la satisfaction des clients, mais après ça, au niveau des tests, au niveau de la qualité, il y a beaucoup de métriques qu'on est capable d'aller chercher, de mettre en place au niveau de l'opérationnalisation. Donc, c'est un sujet en soi, en fait, un gros sujet sur tout ce qui est la métrique dans l'assurance qualité. Je pense qu'on peut explorer plus longuement après. Mais Écoute, c'est des tout éléments à qui vont nous fait, donner des décisions, qui vont nous aider à prendre des bonnes décisions. tout à fait, tout à fait. Greg, effectivement, le sujet des métriques, je pense que va mériter un podcast à lui tout seul. Puis je serais curieuse de voir justement les métriques, mais je dirais d'une vue d'ensemble, c'est-à-dire si on consolide toutes les métriques ensemble, parce que je sais qu'il y a des métriques agiles, il y a des métriques assurance qualité, des métriques produits, mais je pense que ça va faire un bon sujet de podcast. Mais ça m'éclaire, en moi, tu me dis, fait comme PO, on va s'intéresser à du data, à des métriques pour être le plus objectif possible et ne pas juste aller sur du feeling subjectif ou celui qui crie le plus fort, parce que souvent ce sont des patterns qu'on observe encore aujourd'hui, malheureusement, puis qui nuisent au processus de prise de décision. Finalement, écoute, c'est très très intéressant. Écoute, justement on a abordé, j'espère qu'on a fait le tour de la question de c'est quoi la qualité, hein. Moi, je pense qu'on est parti d'une question de base, hein, fondamentale, c'était c'est quoi la qualité. Peut-être, je sais pas pour les gens à quoi ils s'attendaient comme réponse, mais si je devais résumer, moi, finalement, si je devais conclure notre conversation, ce qu'on comprend, c'est que tu as utilisé beaucoup le terme collaboration pour la qualité. Hein, finalement, c'est un travail de collaboration, c'est une responsabilité partagée. Tu as évoqué le fait que la qualité n'est pas juste l'aspect test qui vient à la toute fin. On a évoqué aussi le fait que la qualité peut concerner autant le produit lui-même, autant le processus de construction du produit, le code de qualité. On doit s'intéresser au code lui-même, on doit s'intéresser à la documentation, à tout ce qu'il y a autour. Et aussi, tu as évoqué un élément très important, il y a un lien aussi direct avec la satisfaction de nos clients, parce qu'au final, c'est ça qu'on cherche. Hein. À la fin, il y a un client qui attend après quelque chose, euh, un produit qui va lui régler une réelle problématique à lui-même. Donc, finalement, on peut pas résumer avec une seule définition. On n'a pas défini c'est quoi la qualité au travers des normes, des standards,
Mais je trouve que c'est très, très, en tout cas, j'espère, ça va être très riche pour les autres. En tout cas, j'en ai appris beaucoup, Grégory, avec cet échange. Puis, je t'en remercie beaucoup pour ta transparence et puis d'avoir accepté euh, d'être notre invité à un sujet qui semblait au début n'avoir aucun lien avec ta pratique, mais finalement, on se rejoint parfaitement. Et en effet, qu'il y a beaucoup de liens et il faut travailler ensemble pour livrer de la qualité. Donc, c'est un plaisir, en fait, de travailler avec les gens de qualité. Puis, il faut briser ces silos, comme je disais, pour augmenter la qualité de ce qu'on fait. Écoute, ben merci beaucoup, Greg. Puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se revoit au prochain podcast.